une invitation pour activer la caméra. Attends, je mets comment? Tu actives et tu cliques enregistrer. Oh, oh. Bon, Voilà, voilà. nickel. Eh ben, c'est top. Bonjour François, c'est un très grand honneur et mille remerciements de nous donner cette occasion de faire ce live avec toi. Vraiment, je suis ému, j'ai la chair de poule, je te dis honnêtement, parce que voilà, c'est pas, Pour moi, c'est, c'est un grand honneur. merci beaucoup. Ben, écoutez, je crois que ça y est, on va lancer le live. Enfin, je vais te présenter ceux qui sont d'habitude toujours là avec nous. Ben, notre grande Sadia Debout, qui vient de faire la flottille là il y a pas longtemps, qui nous est revenu, qui nous a fait aussi trembler, et nous a monté dans toutes les stades de l'émotion possible. Il y a notre sœur Hayat que tu as eu aussi déjà au téléphone, que voilà, une grande militante. Hayat, si tu veux dire bonjour. Bonjour Hayat, Bonsoir. bonsoir à tout le monde. Oui, oui. Il y a notre ami Orhan qui est turc et qui est aussi un grand militant pour la Palestine. Orhan. Bonsoir. Bonsoir. Et on a notre Lisa Lizou qui est aussi une grande militante et qui fait partie un peu de notre équipe du live, voilà. Et on a notre sœur Nina. Excuse-moi Lisa. Bonsoir à tous, enchantée. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Et notre Nina à nous, voilà, toujours là pour la modération et faire animer le live. Donc ben voilà, je vous remercie tous. Nina. Bonsoir François Burga. Merci de nous donner l'honneur d'être présent sur le live de Jarad aujourd'hui. Et merci aussi à Sadia qui est présente aujourd'hui. Merci à tous. Bonsoir à tous. Sadia, les clés du live sont à toi et voilà, on vous écoute. Merci beaucoup Jarad et je réitère aussi notre remerciement et c'est vraiment un honneur de vous avoir, Monsieur Burga, dans notre humble live, mais ô combien courageux, même si on est une petite équipe, mais on lâche rien et des personnes comme vous nous donnent encore plus de force et voilà, et de confiance pour continuer notre combat. Mais, donc François Burga, je pense que beaucoup de personnes vous connaissent, mais j'aimerais que ce soit vous qui ouvrez le bal en parlant de vous, de votre carrière scientifique, de votre domaine de spécialisation et puis aussi des principales publications afin que déjà on puisse voilà mieux vous connaître et mieux vous cerner. Merci à toutes et tous. Merci d'exister. Merci de me donner la parole. Je dis un peu tout le temps la même chose dans ce cas-là, mais on se sent moins seul. Et puis, on a besoin de savoir qu'on n'est pas si seul que ça. Et on a besoin le cas échéant, de confronter nos différences. On y viendra peut-être pour être encore plus efficace dans notre action. Alors, parler de moi, c'est un sujet que malheureusement je connais très bien, qui ne m'amuse plus beaucoup. Je vais essayer de faire bref. Je suis désormais un retraité, mais bien sûr un retraité actif. Ma carrière a été faite dans le cadre du CNRS, c'est-à-dire du Centre national de la recherche scientifique, et dans le cadre d'un institut qui est basé à Aix-en-Provence. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi il y a un institut à Aix-en-Provence qui s'intéresse au Maghreb et au monde arabe. C'est pour une raison historique très simple, c'est que les archives de la colonisation, les archives de souveraineté se trouvent réunies aux archives d'Aix-en-Provence. Et donc, historiquement, depuis 25 ou 30 ans, après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les chercheurs qui s'intéressaient à l'histoire de cette région du monde, ils venaient dans ce laboratoire qui s'appelait à l'époque le Centre de recherche et d'études sur les sociétés méditerranéennes. Donc ça, c'est ma carrière d'un point de vue administratif. Donc j'ai été longuement chercheur à cet institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman que le CRESM était devenu. L'originalité de ma carrière, c'est que j'ai eu la chance de résider très longtemps dans les sociétés que j'avais envie de connaître. Donc j'ai eu la chance
pas en tant que chercheur, mais en tant que jeune Français n'ayant pas envie de faire le service militaire. J'ai eu la chance de faire ce qu'on appelait à l'époque la coopération, le service civil. Et j'ai passé 7 ans en Algérie. J'ai enseigné à la faculté de droit de l'université de Constantine. Ça a été un déclic pour moi, hein. J'y reviendrai, mais disons, j'ai commencé à regarder la France depuis l'extérieur. Et j'ai commencé à regarder la France par le prisme de son histoire coloniale. Et ça c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Alors après ma carrière, elle a été marquée par le fait que j'ai eu la chance donc d'habiter non pas seulement 7 ans en Algérie, mais ensuite 5 ans en Égypte, mais après 6 ans au Yémen, mais après 5 ans en Syrie et au Liban et en Jordanie, et que le reste du temps je me promenais dans les autres pays arabes. Donc en gros, j'ai passé entre 20 et 25 ans dans les sociétés dont je prétendais expliquer aux autres le fonctionnement. Une autre étape très importante, c'est que quand je suis arrivé en Algérie, ou comme vous le savez, comme au Maroc, comme en Tunisie, un grand nombre de gens, et notamment toutes les élites politiques parlent mieux le français que moi, il s'est trouvé que j'ai quand même ressenti un manque. J'ai très vite eu l'impression que ma connaissance du français me donnait pas accès à tous les compartiments de la société ou des sociétés maghrébines. Il me manquait une case, c'était la case linguistique. Alors cette case linguistique, elle a tenu beaucoup d'espace après. أصبحت عربي إلى حد تعلمت منكم مدة طويلة منذ سنوات طويلة سجلت في دورات مكثفة في معهد بورقيبة للغات الحية et je suis devenu un peu arabophone. Et cela, je dirais, c'est le tournant intuitif de ma carrière. Je pense que l'accès à la langue arabe m'a donné accès à des univers qui ne sont pas systématiquement accessibles à ceux qui ne l'ont pas. C'est tout. Bon, on pourrait bien sûr deviser longuement là-dessus. L'autre aspect de ma carrière qui a compté beaucoup pour moi, c'est un mot de jargon, c'est le comparatisme. C'est-à-dire la chance que j'ai eue, non pas de connaître l'Algérie, mais depuis l'Algérie d'aller en Tunisie, depuis la Tunisie de passer en Algérie et d'aller au Maroc, ce qui était difficile, mais qui était possible à l'époque où je résidais en Algérie, par la route, j'ai commencé à multiplier les comparaisons, c'est-à-dire que ce qui n'était pas français était, algérien, mais je voyais qu'il y avait un dénominateur commun entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ah, mais après j'allais en Égypte, et je voyais qu'il y avait quelque chose qui était proprement maghrébin et il y avait quelque chose qui était proprement égyptien. Et puis, ثم انتقلت إلى اليمن إلى المرتفعات اليمنية وأصبحت يمني إلى حد. Et bien sûr, je réalisais que il y avait encore une différence, que le Yémen c'était pas le Maroc, mais que quand même le Yémen c'était un peu le Maroc et le Maroc c'était un peu le Yémen. الفرق بين القاسم المشترك et puis خصوصيات كل وطن كل بلد كل إقليم. Et donc je pense ce qui m'a le plus servi, c'est ce privilège énorme que j'ai eu à la fois de vivre hors de France et de vivre dans une multitude d'autres pays. Parce que avant d'être un chercheur sur le monde arabe, j'avais été à l'époque où j'avais des cheveux presque aussi beaux que les vôtres. J'avais fait beaucoup de voyages et j'avais fait un long voyage autour du monde. Donc j'avais accumulé la connaissance intuitive d'autres cultures que celles dont j'avais hérité. Je distingue toujours dans ma carrière, il y a 2 étapes. D'abord, je me promène dans le monde. Je comprends pas grand-chose parce que j'ai pas la langue, j'ai pas l'histoire, j'ai pas les instruments de connaissance. Mais je suis confronté à des tas de gens. Tiens, ils ont un chapeau totalement différent du mien. Tiens, ils parlent une langue différente. Tiens, ils ont même une relation à l'interdit qui est très différente de la mienne. J'aime bien tout le temps citer ce même exemple. Mais quand j'arrive au Népal en 1967, la bourgeoisie népalaise qui veut transgresser la norme népalaise, elle boit du whisky. Et les pauvres gens, je dirais comme vous et moi, eh bien ils consomment du hashish ou de l'opium, d'accord? Et moi, je suis confronté à ça. La norme, elle n'est pas toujours pareille. Il y a un environnement culturel qui conditionne le comportement des gens. Et en gros, je vais dire, cette période de ma vie, elle m'a permis de comprendre qu'on peut avoir
une culture au sens le plus large du terme. On peut avoir des habits différents, chanter différemment, manger différemment, parler différemment, et être quand même quelqu'un de bien. Voilà. Et là, il va se produire quelque chose, c'est que ce capital de connaissances intuitives que j'ai acquis d'abord en faisant de l'autostop, ensuite en séjournant longuement dans une société qui n'est pas la société française et qui a une relation assez complexe avec la société française, j'ai commencé à entrer en tension avec ce que j'appelle ma culture héritée. Très très récemment, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un éditeur de Marseille, qui va peut-être d'ailleurs éditer mon prochain livre, il m'a dit, mais il y a seulement 1 an de ça, il m'a dit, tu sais ce qui te résume, François, c'est que tu es un des premiers à t'être révolté ou rebellé contre ta blanchitude. Et alors ce mot, je l'ai jamais employé, il n'évoquait rien pour moi. L'idée d'une révolte contre ma blanchitude, ça m'a surpris, et donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, oui, c'est pas si bête ce qu'il le dit. La caractéristique de ma carrière, c'est que, notamment mon séjour en Algérie, a déclenché un processus de mise à distance de ce que j'appelle ma culture héritée. Ce qu'on me disait à la maison, ce que je lisais, peut-être connaissez-vous, ce terrible magazine, terriblement populaire, Paris Match. Moi, je disais, c'est la culture de Paris Match. La culture de Paris Match, elle véhiculait tous les clichés que le monde occidental a essayé d'imposer au reste du monde comme étant une vérité universelle. Et bien sûr, ma culture héritée, elle niait complètement, totalement, elle euphémisait ce qu'a été la fracture coloniale. Dans ma culture maternelle, moi j'avais de lointains cousins qui ont vécu en Algérie. Eh bien, ils nous avaient expliqué, les Arabes sont des ingrats, on leur a construit des hôpitaux, des routes, des chemins de fer, et ils nous ont chassés. Et c'était la culture intuitive qui était acceptée. Donc, le tournant de ma carrière, et c'est entre citoyens et chercheurs, ça a été de remettre en cause le narratif dominant qui m'était imposé par mon environnement. Alors attention, le narratif dominant, je vais compliquer un peu les choses, il ne vient pas forcément de ma culture à moi de franco-français. Il y a des mensonges qui sont produits ailleurs qu'en France. Mais je vais me distancier d'un certain nombre de stéréotypes. Et alors, on va arriver enfin au vif du sujet. Après avoir vécu 7 ans en Algérie, je m'inscris au CNRS et je présente un projet de recherche. Je dis, je vais comparer l'Algérie et la Libye, donc je vais commencer à fréquenter la Libye. Et je commence ma carrière en 1983-84 et j'apprends l'arabe. Et à cette époque-là, si on est politologue, c'est-à-dire si on s'intéresse aux forces politiques qui se manifestent dans l'espace méditerranéen, on tombe inévitablement sur une nouvelle catégorie d'acteurs politiques qui sont en passe de devenir de plus en plus célèbres, et c'est ceux qu'on va appeler les islamistes. Donc ces islamistes, entre guillemets, ils vont tenir une grande place dans ma carrière, ils vont me servir d'objet d'étude, et c'est sur cet objet d'étude que va se cristalliser ma prise de distance, pas mon adhésion à quoi que ce soit, ma prise de distance avec la doxa, avec le discours majoritaire, majoritaire à la fois dans ma société et dans une autre catégorie de cercle. Et donc, si je devais définir, résumer ma carrière, je dirais que depuis l'année 85, en 1985, un événement un petit peu marquant pour moi, j'étudie l'arabe à Tunis. Je suis très jaloux de ma voisine qui a réussi à obtenir une interview avec Abu Jihad. Abu Jihad, le leader palestinien qui réside à Sidi Bou Saïd. Moi, je suis très jaloux. Alors, je vous dirais après que cette rencontre m'a terrorisé parce que Abu Jihad, 2 ans après, il est assassiné, bien sûr. Je me suis toujours demandé si ma voisine de bureau, elle avait été repérer les lieux. J'en sais rien. Mais
toujours est-il que moi, j'ai cherché à rencontrer une grande personnalité politique. Et j'ai demandé à mon professeur d'arabe de 3e année à l'époque, oh, est-ce qu'il y a une chance que je puisse? Alors, qui avais-je envie de rencontrer? Un monsieur qui était en train de devenir célèbre parce qu'il sortait de prison. Mzali l'avait mis en prison en 81, 82, un truc comme ça, et il l'avait sorti de prison en 85, à l'occasion du, je sais pas combienième anniversaire du président Bourguiba. Et moi, j'obtiens un rendez-vous avec Rached Ghannouchi. Rached Ghannouchi, le vilain barbu, l'islamiste, le président du Harakat Ittija Islami à l'époque, et il s'appelait pas encore Nahda. Et c'est important de dire ça dans ma carrière parce que c'est vrai que se sont cristallisés. Bon, je suis arrivé chez Rached Ghannouchi, je lui ai dit, est-ce que je peux vous enregistrer? Il m'a dit, je sais même pas si j'accepte de vous recevoir et vous me demandez si vous pouvez m'enregistrer. Donc ça a commencé très mal. Pour cette raison, j'ai pas enregistré et je regrette toujours de pas avoir ce très très long entretien avec Rached Ghannouchi qui s'est terminé à 3 heures du matin. Je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça m'a conforté dans l'idée que entre ce que je lisais dans les journaux, attention, dans tous les journaux, y compris les journaux tunisiens, d'accord, hein, ce que je lisais dans tous les journaux, ce consensus cognitif, c'est des méchants, c'est des tarés, c'est des fous, c'est des machistes, c'est tout ce qu'on veut, il ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas. Et ça va être un fil que je vais tirer après, constamment. Et je vais faire des entretiens longs avec un nombre considérable de leaders des courants dits islamistes. De Abdeslam Yassine, puisque je fais partie du petit nombre. Hein. L'autre jour, j'étais avec un monsieur qui s'appelle Azam Temimi, et il m'a dit, moi, pour aller voir Yassine, j'ai dû me cacher dans le coffre de la voiture. Et tu sais, François, nous sommes les rares à avoir interviewé longuement Abdeslam Yassine parce qu'il était interdit, il était en résidence surveillée à Salé. Donc, j'ai rencontré Abdeslam Yassine, mais aussi, bien sûr, un grand nombre des frères égyptiens, mais aussi Hassan Tourabi, mais aussi Fathi Shekaki, le fondateur du djihad islamique, mais j'ai aussi rencontré, on y viendra, les futurs leaders du Hamas. Et j'ai rencontré bien sûr en 1992 Saïd Nasrallah. C'était pas la mode à l'époque d'aller essayer de voir Saïd Nasrallah. D'ailleurs, c'était possible. Après, c'est devenu très difficile. Mais donc, j'ai constitué un capital de connaissances, du narratif que produisaient les leaders des courants islamistes dans toute la région. Et ça a été mon corpus. C'est avec ça que j'ai fait un peu ma pelote de laine et que sont sortis mes différents ouvrages. Alors, les différents ouvrages, le premier, celui que je vais remettre à Rached Ghannouchi en 1989, je crois. Et je lui ai dédicacé, je lui ai dit, Cheikh, voici l'ouvrage dont l'idée m'est venue à Ben Arous, dans la cour de votre maison, entre 11h et 3h du matin, je crois, 6 août 1985. Donc il y a eu l'islamisme au Maghreb, dont le sous-titre est extrêmement important à mes yeux, la voie du Sud. La voie, pas la direction, la voie par laquelle s'exprime le Sud, où j'ai un peu forgé ma vision des courants islamistes. Et puis après, il y a eu l'islamisme en face, après il y a eu l'islamisme à l'heure de l'Al-Qaïda, et puis plus récemment, alors l'islamisme au Maghreb, c'est amusant si on veut comparer la réaction des États face à l'analyse, face au discours. Il est amusant de savoir que ce livre a été interdit en Tunisie immédiatement et que non seulement il n'a pas été interdit au Maroc, mais il a été retraduit, édité au Maroc. Il a connu une nouvelle édition en langue arabe parce qu'elle était traduite en langue arabe, l'Islam Siyasi Saout el-Genoub, et il a été. Ça vous montre la différence de réaction. Et bon, il va de soi que je pense que la réaction des gouvernants marocains était plus intelligente que la réaction des gouvernants tunisiens. Il y avait l'interdiction d'un côté et de l'autre, ben non, il nous raconte quelque chose, ben on peut s'en accommoder, on peut le contredire, on peut le critiquer. Et donc l'ouvrage a eu un certain écho parce que
C'était la première fois que des acteurs, disons, qualifiés d'islamistes par la doxa universelle, lisaient une voix occidentale qui leur crachait pas à la figure à la deuxième page. Parce que le rythme que j'ai rompu, c'est que j'ai été un des premiers à sortir du registre de la criminalisation pure et simple, de la criminalisation, de l'ironie. Alors, j'ai pas besoin de vous dire tous les noms des gens qui ont constitué le corpus académique occidental. Hélas, également un certain nombre d'auteurs issus des sociétés arabes, pour qui le registre d'analyse des mouvements islamistes, c'est une catastrophe, on va chercher le remède, où est le remède, est-ce qu'il est économique, est-ce qu'il est religieux, etc. Donc moi j'ai un peu inauguré un style qui était, alors bien sûr je m'en défends parce que mes contempteurs, ceux qui m'aiment pas, ils disent oui, il est l'avocat. Non, je suis pas l'avocat des islamistes. J'ai essayé d'imposer une approche analytique à un phénomène qui n'était pas traité sur le plan analytique, qui n'était pas. D'abord, on m'a reproché de les avoir rencontrés, les islamistes. Ah bon, j'ai dit oui, mais c'est mieux quand même quand on veut parler de quelqu'un de l'avoir rencontré. Et le seul fait de rencontrer les islamistes, vous savez, il y avait une association très puissante en France qui s'appelait l'Association pour les études sur le monde arabe et musulman. Eh bien, sa présidente, qui n'est plus de ce monde et que par charité chrétienne je ne citerai pas, a demandé que je sois expulsé de cette association parce que je rencontrais les islamistes, parce que j'étais le tambour, la voix, le je sais pas quoi. Alors que je vais décevoir un certain nombre d'entre vous, mais je ne suis pas musulman, je n'ai pas de penchant, je n'ai pas une approche religieuse de la question. J'ai simplement une espèce d'empathie que je considère scientifique et une sorte de neutralité. Donc, le dernier de mes livres, c'est celui qui a une petite dimension, non pas autobiographique, c'est Fahm al-Islam Siyasi, qui est en français comme Comprendre l'islam politique, et qui est un livre où j'ai résumé tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé à me positionner différemment des autres chercheurs sur le phénomène de l'islam politique. Hein? Bon, après, si vous voulez, pour que ce soit très très clair, je vais vous dire en quelques mots quelle a été la théorie que j'ai énoncée sur les courants islamistes et que j'ai défendue bon an mal an et sur laquelle on peut discuter. Hein. J'ai dit, alors tout ce que j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tout ce que j'ai dit, c'est le produit des interactions que j'ai eues avec les intellectuels avec lesquels je me suis entretenu. Tout. Je n'ai absolument rien inventé. Et donc, la première idée la plus importante, c'est que il y a eu dans les relations entre le monde, mettons, maghrébin ou musulman et occidentaux et l'Occident, 3 ruptures consécutives. La première, c'est quand, mettons, les Marocains, les Tunisiens, et plus encore les Algériens, parce que la situation était encore plus caricaturale, on dit aux Français, votre drapeau, on ne veut plus, hein, parce que les Marocains et les Tunisiens, ils avaient gardé un drapeau, ils avaient gardé une possibilité d'identification à des élites locales. Les Algériens, non. Les Algériens, on voulait qu'ils disent nos ancêtres les Gaulois, d'accord? Un jour, les Algériens ont dit, tu te barres avec ton drapeau, c'est plus le nôtre, on le veut plus, c'est une rupture, on veut l'indépendance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a très mal pris. Hein, on l'a très mal pris et vous savez comment la France a réagi à cette demande d'indépendance. Mais, une fois l'indépendance acquise, la tension n'a pas diminué avec la rive française parce que les Algériens ont commencé à dire, comme tous les autres peuples qui ont été soumis à la domination occidentale, ils ont commencé à dire c'est bien beau qu'il n'y ait plus ton drapeau, mais on ne voit pas pourquoi tu as conservé les clés du canal de Suez ou le contrôle sur des hydrocarbures du sud de l'Algérie, etc., etc. Donc on est entré dans une seconde dynamique de rupture. Cette seconde dynamique de rupture, elle s'écrivait avec un vocabulaire qui s'appelait celui des nationalisations. Et plus les indépendances, c'était les nationalisations. Bon, moi, tout mon travail, s'il y a originalité, toute mon originalité est de dire l'histoire n'était pas terminée. Il y avait un 3e niveau de rupture. Le 3e niveau de rupture, c'est quand les peuples du Sud ont commencé à dire non seulement on veut plus ton drapeau, non seulement on veut plus ta maîtrise sur nos ressources économiques, mais à un niveau symbolique,
à un niveau culturel, symbolique. Nous allons désormais nous servir des matériaux issus de notre culture héritée et pas des catégories marxistes ou autres qui ont été importés sur le revers des selles des militaires de la conquête coloniale. C'est-à-dire que pour nous exprimer, pour nous représenter, nous allons faire notre propre cuisine, notre propre alchimie, et nous allons aller retrouver les références dans notre culture héritée. Et notre culture héritée, bien sûr, il y a un mot qui s'impose, la culture héritée, celle qui n'a pas été obérée, celle qui n'a pas été déformée par la présence occidentale, c'est la culture religieuse qui faisait la synthèse des attentes des sociétés avant l'ingérence occidentale. Donc, vous voyez, là, je vous ai à peu près tout résumé. Le plus violent, le plus original, ce qu'on me reproche le plus, j'ai dit, non pas les mouvements islamistes, mais j'ai dit le cadre d'analyse de l'émergence des courants islamistes. Parce que tout à l'heure, je vous dirais, mouvement islamiste, ça veut rien dire. Parce qu'il y a Baghdadi de Daesh, et il y a Rannouchi, le président du Parlement. Donc, ça ne veut plus rien dire. Mais le cadre historique d'analyse de l'émergence des courants islamistes, c'est le déplacement sur le terrain culturel du mécanisme de repositionnement à l'égard des colons occidentaux qui s'étaient exprimés sur le terrain politique et dans les limites du politique avec les indépendances, qui s'étaient déplacés ensuite sur le terrain économique avec les nationalisations, et qui là entre sur un terrain volcanique qui est celui de l'identité, qui est celui des catégories permettant de se représenter dans le monde. Et une autre phrase à laquelle j'accorde de l'importance pour résumer mon point de vue, j'ai dit attention, et des fois ça ne plaît pas aux islamistes d'ailleurs, je dis attention, ce qui fonctionne, la fonctionnalité du lexique islamique en politique, c'est pas forcément sa nature religieuse et sacrée, c'est sa nature endogène, c'est homemade. Quand je suis algérien ou tunisien ou égyptien ou syrien et que je parle musulman, avant toute chose, j'emploie un lexique qui ne peut pas être considéré comme importé, qui ne peut pas être considéré comme m'ayant été imposé par une présence étrangère illégitime. Vous voyez, je crois que c'était une tâche très difficile, mais je crois qu'en gros, je vous ai résumé l'itinéraire intellectuel de ma carrière, si ce n'est que j'ai vécu entre 20 et 25 ans dans le monde arabe, mais entre-temps, je rentrais en France. Et le fait que j'ai eu un début d'expertise sur ce qui se passait dans les sociétés arabes a fait que je suis entré en contact privilégié avec les descendants français des Arabes d'Afrique du Nord ou d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai souvent été amené à faire des conférences et je suis donc entré en interaction, même si c'était pas mon objet de recherche professionnellement, je suis entré en interaction avec les musulmans d'Europe. Voilà. Et c'est devenu un autre champ de recherche. Je suis entré avec un minimum d'empathie, parce qu'encore une fois, c'était assez rare qu'un chercheur occidental parle des forces politiques au nord de l'Afrique sans criminaliser tout un côté du paysage. Voilà, je crois que vous m'avez forcé à remplir cette tâche immense et de me résumer en quelques minutes. Mais c'était pas trop douloureux pour moi, j'espère que ça l'était pas pour vous. Absolument pas, je dirais même plus que c'était absolument passionnant ce parcours et en plus il vous donne vraiment la légitimité de parler de ces sujets parce que comme vous avez dit, on peut pas aborder ce genre de sujet si on n'a pas au moins à minima vécu ou en tout cas rencontré les personnes de vos recherches quoi. Et là ça prouve vraiment que toute la légitimité elle est acquise. Ça fait peut-être une transition mais peut-être pas, ça dépend de quel angle on l'approche. Mais pareil, est-ce que on reparlera peut-être de plus en détail de vos livres, mais moi je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet assez brûlant de votre actualité, on va dire plus ou moins récente, et de vos entre guillemets déboires avec la justice française. Comment tout ça a commencé? Comment vous êtes retrouvé d'éminents chercheurs à éventuellement entre guillemets peut-être quelqu'un qui commet un délit? Quelle est la genèse de cette histoire? C'est une très très bonne question. Avant d'y répondre, je vais dire une chose. Je vais parler de moi, mais je parle pas de moi pour moi. Je parle de moi au nom des centaines de gens qui ne sont pas devant votre micro ce soir, parce que moi je ne suis qu'un parmi 800 ou 900. 900, peut-être maintenant.
hein, cas d'inculpation pour apologie du terrorisme. Et des gens qui ont vécu des violences bien pires que les miennes. Bien pires que les miennes. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, j'ai une grande bouche. J'arrive à me défendre un petit peu. Mais il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai écouté se faire crucifier un footballeur de l'équipe de Nice devant le tribunal d'Aix-en-Provence. Le pauvre garçon, il pouvait même pas répondre et il était traîné dans la boue et c'était monstrueux. Et ce pauvre garçon n'avait rien fait de plus que moi. Il avait retweeté les cris de protestation de ceux qui ne toléraient pas les crimes israéliens. Donc, je parle de moi, j'aime bien ce sujet, mais je veux bien qu'on sache que l'objectif, c'est pas de me défendre moi, c'est de défendre tous ceux qui sont un peu moins aidés que moi, à tous égards, sur le plan médiatique, sur le plan financier, parce que c'est aussi une dimension des gens ont vu leurs biens saisis, ça n'est pas mon cas, et les gens qui ont les éditions Nawa, c'est une longue série de comptes bloqués, Nawa, Salam alaikum. de portes alaykoum salam. C'est une longue série de portes fracassées à 6 heures du matin et de personnes menottées devant leurs enfants, etc., etc. Donc, je vais parler de moi. Alors, j'ai un privilège, c'est que moi, ça n'a pas commencé en octobre 2023. Moi, j'ai été la cible des attaques. Alors, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer en français. On dit lobby juif, vous êtes antisémite. Alors, je sais pas, il faut dire, j'ai été la cible des groupes de pression pro-israéliens depuis très longtemps. Et donc, j'ai une longue expérience. Vous savez, dans la carrière de chercheur au CNRS, on passe des grades. On est attaché de recherche, chargé de recherche, et après on devient directeur de recherche. Quand je suis devenu directeur de recherche, alors le pire, c'est que je sais plus exactement quand c'est, au début des années 2000, je pense. Une officine, comme il en existe énormément en France, celle-là, elle a disparu, s'appelait les patrons et les professionnels juifs de France. Elle a écrit au ministre et elle a demandé ma révocation. Parce que c'est toujours leur mode d'emploi. Ils s'en prennent à votre employeur, ils essayent de vous faire perdre votre emploi. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils y ont réussi un nombre de fois incalculable pour des tas de gens qui étaient enseignants. Vous avez peut-être vu depuis hier ou avant-hier un enseignant de l'université de Lyon qui est privé de son salaire pendant 18 mois pour avoir relayé Terry, je pense qu'il s'appelle. Il faudrait que son nom devienne célèbre. Bon, eh bien moi, cette officine a demandé au ministre de me révoquer de mon poste du CNRS parce que comme j'étais islamiste, en tant que directeur de recherche, j'allais former des islamistes, etc., etc., etc. Bon, ça me permet de dire que j'ai connu plusieurs CNRS. Ce CNRS-là, il n'a pas bronché, il n'a pas bougé un cil. Il a absolument pas tenu compte du vacarme qui était déjà relayé dans des franges de la presse. On n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, hein, mais une certaine presse relayait. Le CNRS, il n'a pas bougé. D'accord? Je vais anticiper un peu sur d'autres choses que je vais dire, mais le CNRS, quand la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, lui a dit « Monsieur CNRS, est-ce que vous pourriez me faire un rapport sur l'islamo-gauchisme qui ronge l'université ?» Adossé au conseil des présidents d'université, le CNRS a dit, je vais employer une expression grossière, mais il a fait en quelque sorte un bras d'honneur à la ministre. Il a dit ah, « Vous nous faites rire. Il n'est même pas question qu'on tienne compte de votre demande. » D'accord? On verra peut-être plus tard que le CNRS n'est pas resté aussi droit dans ses bottes. Alors moi, j'ai connu ça très fréquemment. J'ai été souvent la cible de groupes de pression, de ces groupes de pression qui, bon, je l'ai écrit, je peux le redire, qui ont mis la France sous perfusion, parce qu'on en est là. Mais ça n'a pas empêché, ça a rendu certaines périodes de ma carrière très difficiles, notamment quand j'ai été nommé directeur de l'Institut français du Proche-Orient. Il y a eu une campagne terrible. Et j'aime bien citer le président du conseil scientifique de l'époque que je ne nommerai pas, mais c'est un politologue très connu. Il avait dit un jour, il faut que j'écrive un roman sur la nomination de François Burga à l'Institut français du Proche-Orient. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des manœuvres de coulisses terribles
qui venaient de ces forces-là, qui ne souhaitaient pas que me soit reconnue une quelconque autorité scientifique dans la lecture du monde arabe. Alors après l'épisode le plus récent, c'est bien sûr le 7 octobre 2023. Comment faire pour ne pas vous encombrer les oreilles trop vite? Vous le savez, j'ai été inculpé, mis en garde à vue, inculpé, relaxé, puis condamné en appel. Alors, pour faire plus vite, je vais vous dire ce pourquoi j'ai été condamné et ce pourquoi j'ai été relaxé. Parce que ma seconde condamnation en appel, le paradoxe, c'est qu'elle m'a aussi relaxé de tous les autres chefs d'accusation dont j'avais été relaxé en première instance complètement, mais elle a éliminé 3 ou 4 chefs d'inculpation pour n'en garder qu'un. Je vais d'abord citer très vite les inculpations qui sont tombées, pour lesquelles j'ai été relaxé. Alors bon, mes accusateurs n'avaient pas fait dans la dentelle. Ils m'avaient inculpé notamment pour avoir publié ce qu'ils appelaient un long panégyrique du Hamas. Un long panégyrique du Hamas. Ils n'avaient pas vérifié, les pauvres, que ça n'était qu'un extrait d'un chapitre d'un ouvrage paru depuis presque 10 ans, qui était un des chapitres de Comprendre l'islam politique. Donc ils sont quand même arrivés à ce degré de ridicule qu'un chercheur était inculpé pour apologie du terrorisme 9 ans après la publication d'un de ses articles chez un éditeur considéré comme respectable. Alors là, bien sûr, ils m'ont relaxé. Après, ils m'ont relaxé entre ma garde à vue et mon inculpation. Ils avaient trouvé que le dossier était un petit peu vide quand même, alors ils avaient voulu rajouter quelque chose. Ils ont rajouté quelque chose qui n'avait rien à voir avec la Palestine, parce que c'était moins dangereux, c'était plus facile. Et je vous cacherai pas que moi, je croyais que j'allais être condamné sur ce chef d'inculpation-là. Alors quel est ce chef d'inculpation? Il est beaucoup plus difficile à défendre, parce qu'il est beaucoup moins connu que le cas de la Palestine. C'est une affaire, je vais vous dire 2 noms. 2 noms, donc je considère que c'est les plus grandes contre-performances judiciaires françaises des 10 dernières années. Et on peut même dire plus. Alors la première, c'est celle que je vais aborder maintenant, c'est Sefrioui. Et la deuxième, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui porte sur la Palestine et qui est l'arrêt Makni. Mais Sefrioui, c'était quoi? Je vais vous la faire simple. Je me suis souvent exprimé comme ça vis-à-vis de Français, syndicalistes et tout. J'ai dit, vous êtes syndicaliste à la CGT. Le matin, vous criez « à bas les grands patrons ». À bas les grands patrons, tout syndicaliste de la CGT a déjà crié à bas les grands patrons. Et le lendemain, vous apprenez qu'un grand patron a été assassiné par un militant d'Action Directe que vous n'avez jamais croisé, dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Et le surlendemain, vous apprenez que vous êtes considéré comme responsable de cet assassinat. Et vous êtes condamné à 18 ans d'incarcération. Mais c'était ce qui arrivait à M. Sefrioui. M. Sefrioui avait, et là je vais aggraver mon cas, je vais dire, il avait légitimement des raisons d'être surpris par les méthodes pédagogiques qu'avait employées M. Paty. Parce que M. Paty l'avait employé pas seulement la dernière fois, mais à plusieurs reprises, dans d'autres établissements que celui où il était affecté au moment où il sera assassiné. Il avait employé des méthodes peu courantes, qui consistaient à montrer des documents extrêmement provocants en disant « si vous êtes musulman, eh bien sortez de la salle ». Et ça, c'était quelque chose dont les parents musulmans pouvaient quand même légitimement s'indigner. Et Sefrioui n'a rien fait d'autre. Sefrioui n'a pas dit « il faut tuer Paty ». Sefrioui est totalement étranger à l'assassinat de Paty. Sefrioui ne sait pas qu'il est sur écoute policière lorsque Paty est assassiné, et il va dire dans son téléphone « mon Dieu, un fou a assassiné le professeur ». Voilà le fond de sa pensée lorsqu'il apprend la nouvelle. Eh bien, malgré tout, il va être condamné, non pas une seule fois, mais 2 fois, en appel, à 18 et à 15 ans. C'est-à-dire que on va faire de la notion d'association de malfaiteurs une interprétation tellement élastique qu'il suffit que pour faire partie de l'association de malfaiteurs, il suffit d'être musulman, c'est tout. C'est un musulman qui a tué, vous êtes musulman, vous êtes dans l'association de malfaiteurs. Alors, je m'étais ému de cela et j'avais
très banalement repris cette argumentation qui est celle de Brengart, l'avocat de Sefrioui, et pour exprimer ma frayeur devant ce jugement, j'avais dit, mais si on continue comme ça, nous sommes tous des terroristes, ouvrez les guillemets, nous sommes tous des terroristes. Parce que si moi j'ai crié à bas les grands patrons, et si un grand patron, si j'ai crié à bas la chasse à courre, et que le lendemain il y a un chasseur à courre qui est assassiné par un écologiste un peu extrémiste, eh bien nous risquons tous d'être qualifiés de terroristes. Et bon, mes accusateurs ont pris ça au premier mot, au pied de la lettre. Ils ont dit, il a dit qu'il était comme les terroristes, donc il soutenait les terroristes, donc il soutenait les assassins de Paty. Alors, paradoxalement, la cour d'appel m'a relaxé de cela. Alors, sur quoi elle m'a inculpé? Sur le pire, sur le plus fragile. Sur le plus fragile. J'avais envie de dire, j'étais un petit peu méchant en sortant, les magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lisent La Provence, c'est le journal local, mais ils ne lisent pas le New York Times. Alors pourquoi je disais ça en sortant de la cour? Parce que j'ai donc été condamné pour avoir retweeté le communiqué qu'a produit le Hamas pour répondre à une litanie d'accusations odieuses coordonnées par un article du New York Times, cautionné par Hillary Clinton, cautionné par tous ceux dont vous savez que c'est le rôle de cautionner ça. Mais disons que le Hamas avait dit au New York Times et les amis, vous vous trompez de rubrique, nous on n'est pas ce que vous décrivez et nous vous demandons de retirer cet article. Et j'ai republié ce communiqué. Bon, maintenant je vais vous dire un secret, enfin c'est plus tellement un secret, je l'ai déjà dit, mais juste pour vous dire que je me suis quand même informé un petit peu sur ce dossier très complexe des violences sexuelles. Le New York Times a accusé les combattants du Hamas, non pas, il n'a pas dit, il y a eu un viol, parce que si vous essayez de dire il n'y en a pas eu, il y a toujours quelqu'un, et je sais que même au sein de ma famille, on me disait, François, quand il y a une guerre et des fusils, il y a forcément un viol. On ne peut pas démentir. Non, ce qu'a dit le New York Times, c'était pas ça. C'était des viols systématiques, absolument systématiques, de absolument toute la population, avec des détails épouvantables. Ils avaient coupé les seins des femmes, ils jouaient au football avec. Enfin, c'était une guirlande d'inepties auquel le Hamas avait répondu par un démenti. Bien, la seule publication de ce démenti a été considérée comme un délit. Alors, j'avais aggravé, vous me connaissez, je suis un peu franc, trop franc des fois. Alors, comme j'avais été injurié, traité de négationniste, traité d'antisémite, à la suite de cette attitude que j'avais prise de répercuter le démenti du Hamas, j'en ai rajouté une couche, c'est vrai, mais je le regrette absolument pas. J'ai dit, de toute façon, je préfère que vous sachiez que j'ai plus de respect, je dis bien infiniment plus de respect pour le leadership palestinien que pour le leadership israélien. Et le pire, c'est que je le pense sincèrement et que je le pense jusqu'à aujourd'hui et que aujourd'hui, je dirais, le déséquilibre entre ce que j'ai pu avoir de respect, parce que ma formule impliquait que j'avais du respect pour les dirigeants israéliens. Ben non, j'aggrave mon cas, je n'en ai plus du tout. Hein, ce sont les porteurs d'un discours suprémaciste, sectaire, nauséabond, inacceptable. Et donc, le tribunal a considéré que le fait que j'ai dit que j'avais du respect pour ceux qui avaient dit nous sommes des combattants de la liberté, nous ne sommes pas des violeurs, ben voilà, ça me faisait, j'étais l'un d'eux. C'est comme si j'avais rédigé. Donc voilà. Pourquoi je dis ne lisez pas le New York Times? Parce que au moment où j'ai été condamné, le New York Times n'a jamais retiré à proprement parler son accusation contre le Hamas. Mais, premièrement, il a annulé un podcast qui devait être fait dans le prolongement de l'article. Et ça a donné lieu à une guerre interne au New York Times. Mais deuxièmement, ce qui est beaucoup plus significatif, il a laissé publier des contre-enquêtes cinglantes, parfaitement documentées, sans jamais essayer de défendre son article. Il a jamais plus osé dire si, il y a bien eu des violences sexuelles systématiques. Parce que les contre-enquêtes ont été tellement éloquentes, tellement documentées. Alors là, avec Monsieur Google, demandez-lui Grey Zone, G-R-A-Y, plus loin, Zone, et un monsieur qui a un nom d'antisémite, qui s'appelle Blumenthal, qui est un activiste américain.
regardez les 2 enquêtes qu'a fait Grey Zone sur le contexte dans lequel les violences sexuelles ont été créées de toutes parts par la propagande israélienne, et vous verrez que, ben oui, j'ai estimé qu'il était dommage que les magistrats n'aient pas lu le New York Times, puisque le New York Times avait complètement changé d'optique, et il a lancé une campagne très cinglante contre l'usage des violences sexuelles par Israël dans les prisons. Hein. Et à peu près en même temps, l'ONU a classé Israël dans ceux qui utilisent les violences sexuelles en zone de conflit. Et à peu près dans le même temps, la rapporteure des Nations Unies, qui avait employé une formule ambivalente dans sa première formulation. Elle a dit « nous ne parvenons pas à crédibiliser ». Là, elle a craché le morceau. Elle a dit « nous ne sommes pas parvenus à documenter l'existence d'une seule victime survivante ». Donc l'ONU venait de basculer et de dire « oh, ce qu'avait dit François Burga, c'était pas si stupide que ça ». Bon, l'une des plus hautes juridictions de France a dit le contraire. Voilà. Mais bon, encore une fois, permettez-moi l'enchaînement avec de poursuivre ce que j'ai dit au début. Mon cas à moi, bon, évidemment, il me tient à cœur. Mais il y a pire. Il y a pire, et c'est celui-là que je vais évoquer maintenant brièvement. C'est l'affaire Mohamed Makni. Mohamed Makni, c'est pas un jeune dealer des banlieues grenobloises. C'est un entrepreneur en imprimerie qui est depuis 20 ans conseiller municipal à Échirol dans la banlieue de Grenoble. D'accord ? Mohamed Makni, au lendemain du 7 octobre, il n'a pas dit « bien joué les gars, allez-y ». Non. Il n'a pas félicité les combattants du Hamas. Non. Il a reproduit un segment, une phrase de la Tribune qu'avait publié un ancien premier ministre tunisien des Affaires étrangères qui avait été, vous allez voir, c'est un islamiste terrible, il avait été ambassadeur de Zine El Abidine Ben Ali en Inde et en Russie. Donc vous voyez, c'est pas quand même un activiste du Hamas. Simplement, ce diplomate tunisien avait dit, bien sûr, nos partenaires européens voudront voir que du terrorisme dans ce dont il est évident que c'est un acte de résistance. Voilà. Une seule phrase, modérée à minima. Eh bien, pas un, pas deux, pas trois niveaux de juridiction en France vont condamner à de l'emprisonnement avec sursis Mohamed Makni. Pourquoi c'est plus grave que moi? Parce que lui, c'est la Cour de cassation. Moi, la Cour de cassation, je vais m'y Deuxièmement, c'est plus important parce que Mohamed Makni, il appartient à la mouvance de ceux qui sont de culture ou de religion musulmane. Or, 95% de ceux qui ont été condamnés pour apologie du terrorisme sont des gens de confession musulmane. Bon, ça, c'est très très important de le dire. Et troisièmement, c'est très très grave parce que l'arrêt Makni de la Cour de cassation de mars 2026 adresse un véritable camouflet, bien sûr, à toutes les élites du monde arabe qui ont dit et qui diront et continueront à dire la même chose. Bien sûr, on ne peut pas dissocier le 7 octobre de l'agonie imposée aux Palestiniens depuis 1948. Mais il y avait même dans l'enceinte politique française des références que la Cour de cassation a choisi de gifler en quelque sorte. C'est le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle, qui a des défauts, y compris dans sa partition coloniale, mais le général de Gaulle, en 1967, il avait dit, vous savez, si Israël a conquis par la violence les terres qui l'intéressaient, il va devoir maintenant les occuper. Pour les occuper, il faudra qu'il réprime. Et cette répression, inévitablement, va générer de la résistance. Et inévitablement, Israël voudra que nous appelions cette résistance du terrorisme. Ça, c'est de Gaulle qui parle. C'est le général de Gaulle. C'est le fondateur de la 5e République. Alors, la Cour de cassation, elle piétine cet avis. Et elle énonce spectaculairement
une vérité qu'un peuple soumis à une occupation militaire n'a pas le droit légitime de résister, ce qui va à l'encontre de tous les principes du droit international. Et donc, l'arrêt François Burga, il est scandaleux, mais l'arrêt Mohamed Makni, à mes yeux, il est encore plus terrible, il est encore plus redoutable, et c'est celui-là qui devrait devenir célèbre, avec l'arrêt Sifawi, si possible. Ce sont les deux plus grosses contre-performances du système judiciaire français au cours des 10 années écoulées. Je voulais juste préciser, Mohamed Makni est maire adjoint d'Échirol. Bien sûr, maire adjoint d'Échirol, imprimeur, père de famille, maire adjoint, enfin élu depuis 20 ans, et en France depuis 50 ans, etc. Bon, il a été mon coach politique. Très bien, vous avez de bonnes fréquentations. Si je comprends bien, vous pourvez en cassation alors? Enfin, j'ai cru comprendre ça. Oui, je vais en cassation, mais alors, vous avez compris, du fait de ce que je vous ai dit, qu'on n'attend pas grand-chose de la Cour de cassation. Alors, si la Cour de cassation reste sur la ligne d'analyse qu'elle a énoncée dans l'affaire Makni, il va de soi qu'elle ne va pas toucher à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mais, tout arrive sur Terre. Il peut arriver qu'une juridiction, si elle se rend compte qu'elle est en train de défendre une cause complètement indéfendable, et il est très difficile maintenant de continuer à défendre le narratif israélien, qui prend l'eau de toutes parts, qui s'écroule, hein, il n'est pas complètement impensable que la Cour d'appel change et emploie un argument de droit. Il y a des questions de recevabilité des parties civiles. Donc, je ne désespère pas à l'avance du jugement de la Cour de cassation, mais j'ai besoin de l'arrêt de la Cour de cassation pour aller, le cas échéant, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que vous ne pouvez aller devant la Cour européenne des droits de l'homme que si vous avez épuisé tous les voies de recours dans votre pays. Donc, oui, on va aller en cassation sans trop y croire, mais en prenant quand même les choses au sérieux. Ok. Je voulais revenir sur ce sujet, justement, mais je trouve que, enfin, vous allez être d'accord avec moi, je présume, c'est quand même assez grave que vous, chercheurs en sciences politiques, vous soyez aujourd'hui condamnés sur une opinion qui découle directement de vos travaux. Donc, c'est incompatible. C'est normal qu'on puisse en arriver là, c'est-à-dire demander à un éminent chercheur, hein, je ne dis pas ça pour vous flatter parce que c'est une réalité, mais qu'on le condamne justement parce qu'il a une opinion basée sur une recherche sur laquelle vous avez travaillé pratiquement toute votre vie. Alors bien évidemment, le juge contourne cet obstacle. Hein, il insiste. D'ailleurs, je vais peut-être diffuser le jugement. C'est assez amusant, les contorsions pour dire non, ça n'a rien à voir avec la réalité académique. Mais bien sûr, le côté flagrant de la situation dans laquelle nous nous trouvons, encore une fois, c'est pas l'arrêt Burga, c'est l'arrêt Makni, qu'un intellectuel irréprochable dans sa vie citoyenne répercute l'opinion de quelqu'un parfaitement légitime à exprimer une telle opinion et se soit criminalisé. Oui, bon, moi, ça rajoute une dose de plus. Je suis pas entrepreneur, j'étais chercheur, et ce que j'ai exprimé sur le Hamas, je défie quiconque de me dire que ça n'est pas analytique, hein, puisque ce qui a été écrit comme un panégyrique du Hamas. Alors attendez, je vais aggraver mon cas un petit peu quand même. Je vais faire des concessions à mes accusateurs. Mes accusateurs pouvaient me reprocher que moi j'ai rencontré les gens du Hamas. Je parle pas de n'importe quoi. C'est-à-dire ce dont je parle, l'histoire du Hamas ou l'histoire du Hezbollah, elle est en partie fondée sur les entretiens que j'ai eus à Gaza ou à Beyrouth ou à Amman ou au Caire ou n'importe où ailleurs ou à Istanbul avec des dirigeants de ce parti. Et je vais vous dire, je l'avais annoncé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quelques mois après ma condamnation, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de m'entretenir assez longuement avec l'auteur du communiqué du Hamas, qui est ni plus ni moins que le ministre, l'ex-ministre palestinien de la Santé, Bassem Naïm, que j'ai rencontré, avec qui j'ai discuté, et bien sûr, alors vous me direz, mais vous n'avez pas cru ce qu'il vous a dit, puisqu'il est du Hamas, donc il ne dit que des mensonges. Mais tout ça pour dire que moi, je m'étais quand même informé un tout petit peu plus que les gens de CNews, mais pas que de CNews, hein, parce que peut-être on va entrer sur ce terrain-là.
il y a un gros problème dans le front des gens qui veulent défendre le droit international et la Palestine. Ils défendent tout, mais ils font une petite concession. Hein. On défend tout, sauf le Hamas. Hein. Donc on défend bien la Palestine, mais on va aider les Palestiniens, comme dit Dominique de Villepin, on va aider les Palestiniens à quoi? À se débarrasser du Hamas. Et comme disent toute une série de personnalités, non pas de la fachosphère, mais du camp de ceux dont on attend qu'ils aient une attitude rationnelle. Malheureusement, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des tas de gens qu'on considère qu'ils sont très bien, mais dans la réalité, ils disent « Ah non, la responsabilité écrasante de la crise repose sur les épaules du Hamas. » Comment osez-vous? Comment osez-vous? Et il y en a plein. J'ai pris Dominique de Villepin parce que dans la droite, c'est l'îlot de modération et d'humanisme dans le traitement de la crise. Eh bien, Dominique de Villepin, il n'échappe pas à la règle. On va aider les Palestiniens. Ah, chic, à faire quoi? À se débarrasser du Hamas. Et bon, attention, je vais vous dire des choses méchantes. Ce mal-là ne ronge pas que les élites occidentales. Hein? Il ronge aussi le cerveau d'une certaine partie des élites maghrébines ou arabes. Et bon, c'est un exemple un petit peu méchant, mais il y a 3 mois, j'ai eu l'occasion d'aller en Libye et j'ai été reçu, c'était un peu pour m'honorer, on m'a fait rencontrer un très haut fonctionnaire que j'ai la charité chrétienne de ne pas citer, mais le monsieur, il me connaissait pas, donc il s'est dit, je vais lui dire quelque chose de sympathique, hein. Je vais dire quelque chose qui va lui plaire. Macron, Burga, oui, d'accord. Alors il me dit, ah, le Hamas, les plus grands criminels de l'histoire. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas voulu le démentir. Mais j'ai dit, ah bon, je viens en Libye et on me dit, le Hamas, le plus grand criminel de l'histoire. Et je sais que si j'allais aux Émirats, en Arabie Saoudite et dans un certain nombre d'autres pays, on va pas les citer, j'aurais le même discours. Donc oui, c'est un petit peu l'objet de ma focalisation en ce moment. L'originalité de ma posture, c'est que quand je dis il faut aider les Palestiniens, je me mêle pas de dire qui les Palestiniens doivent élire comme élite gouvernante. Je dis c'est à eux de le faire. Je sais qu'ils l'ont fait en 2006, ils l'ont fait dans des conditions qui étaient surveillées par l'Union européenne, d'accord? Et ils sont prêts à le refaire. Donc voilà, je conçois très bien qu'il y ait, y compris dans les sociétés maghrébines, des réticences à l'égard de ce courant politique. Mais ce n'est pas à monsieur Macron, ni à tel ou tel leader de la région de dire qu'il doit gouverner Gaza. C'est aux Gazaouis. Et c'est la seule dette qu'on a à leur égard, c'est de leur donner les moyens de se prononcer librement. Alors voilà, ça c'est un sujet auquel je tiens beaucoup parce que je suis très déçu de voir que le front pro-palestinien, il est divisé pour 2 raisons. Permettez-moi d'en ajouter une, la première. La première qui nous divise, très souvent on me dit pourquoi tu fais pas un live avec Michel Collomb? Et je vais vous dire un secret, Michel Collomb, il y a 3 semaines, il m'a dit Burga, on fait un truc ensemble, vous êtes d'accord, je vous reçois. Et pourquoi j'ai pas voulu? J'ai pas dit non. J'ai dit peut-être dans le futur. Mais j'ai tellement entendu de bêtises dites sur le conflit syrien à l'époque où je vivais moi-même en Syrie par tous ceux qui ont soutenu Bachar el-Assad par anti-islamisme primaire que je ne peux pas oublier qu'il y a toute une partie du paysage européen bien sûr, mais arabe également, qui par anti-islamisme primaire la plupart du temps a soutenu Bachar el-Assad, a soutenu les pires crimes et a cherché à discréditer les opposants syriens. Alors ça, c'est une première fracture. Jusqu'à nos jours, elle est très vivante. Jusqu'à nos jours, c'est vrai que pour moi, c'est difficile de communiquer avec ceux dont je sais qu'ils ont soutenu Bachar el-Assad pour discréditer son opposition parce qu'elle était soi-disant islamiste. Et on retrouve le même problème, parce que ceux qui ont soutenu Bachar el-Assad, il y a des gens très bien. Vous savez, vous en reviendriez pas si je vous disais tous les gens que j'ai connus et qui, de près ou de loin, préféraient Bachar el-Assad à ses opposants. Eh bien, jusqu'à présent, le moteur de ce ralliement à Bachar el-Assad, c'était l'anti-islamisme primaire. C'est le même raison qui font criminaliser le Hamas
et qui ont fait criminaliser l'opposition syrienne parce qu'elle était perçue comme religieuse, communautariste, etc., etc., etc. Donc voilà, une de nos ambitions peut-être, en tout cas moi c'est mon ambition, c'est de réunifier les rangs de tous ceux qui luttent pour la Palestine. Et pour réunifier les rangs de tous ceux qui luttent pour la Palestine, il faut crever l'abcès de la perception qu'on a eue du conflit syrien, et il faut crever l'abcès de la simplification du regard d'un trop grand nombre de forces politiques encore jusqu'à aujourd'hui sur le Hamas. C'est-à-dire il faut dépasser le stade de la criminalisation émotionnelle simplificatrice du Hamas. Burga, j'ai une surprise pour toi. J'ai quelqu'un qui est venu. C'est Mohamed Makni qui est là. Je l'ai invité. J'ai dit que tu as parlé de lui et il est venu. On va lui laisser de la place pour qu'il monte. Avec le plus grand plaisir. C'est un grand honneur. Voilà. Qui c'est dévoué pour descendre? On va faire monter. Ouais. Merci. Je te fais descendre, Oran. Ah, merci, Oran. Merci, Oran. Fais ta demande. Merci, Hayat. Merci à Monsieur Burga. Pour rester dans votre, on va dire votre dossier entre guillemets avec la justice, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des réactions de vos collègues, de vos pairs, et notamment au CNRS, et est-ce qu'il y a eu des signes de soutien, ou parce que c'est quand même un milieu scientifique, vous basez tout ça sur quand même des recherches, etc. Est-ce qu'ils ont été un tant soit peu avec vous dans cette affaire ou pas du tout? Dossier complexe que je ne peux pas traiter de façon unilatérale. Donc je vais dire un peu tout et son contraire. D'abord le CNRS. Le CNRS, je vous ai dit que lorsque l'Union des patrons et des professionnels juifs de France avait demandé de me révoquer de mon poste de directeur de recherche, le CNRS n'avait pas bronché. D'accord. Lorsque Frédéric Vidal, ministre de la Recherche, a demandé au CNRS de lui faire un rapport sur les progrès de l'islamo-gauchisme, il a souri, le CNRS, et il n'a pas bronché. Par contre, lorsque j'ai été inculpé puis condamné, il n'a pas bronché non plus. Il n'a pas bronché, c'est le silence abyssal total du CNRS qui était jusqu'à nos jours dirigé par un monsieur qui s'appelle Petit, Antoine Petit. Bon, son nom n'a rien à voir avec sa posture, mais c'est pas une posture très très noble. Disons que le CNRS d'Antoine Petit a pris prétexte sur le fait que j'étais, ils ont dit, parce que je les ai fait interroger par des amis. Alors, il est à la retraite, donc ça ne nous concerne pas. Et puis c'est une affaire judiciaire dont on n'intervient pas dans les affaires judiciaires. Ce qui est le comble absolu de la mauvaise foi, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les scientifiques ne devraient jamais, on devrait laisser guillotiner tout le monde, on ne réagirait pas parce que on est dans le domaine judiciaire. Donc, le CNRS, de toute évidence, le CNRS nouveau est un CNRS qui s'est mis à l'heure des pressions politiques du gouvernement, malheureusement. Alors, mes collègues, c'est plus compliqué. D'abord, je vais dire quelque chose d'optimiste et de très documenté. Je sais qu'une écrasante majorité de mes collègues est d'accord avec moi et pas avec mes accusateurs. C'est-à-dire que la lecture que font mes collègues de la situation palestinienne, je ne m'avance pas. Mais il y a des exceptions qu'on compte sur le doigt de la main qui soutiennent le narratif israélien. Il y en a au CNRS, bien sûr, malheureusement, mais il y en a 10 ou 15. L'écrasante majorité du corps scientifique, universitaire et recherche, il est sur ma longueur d'onde. Bon, je vais nuancer ce que je dis. Il est sur ma longueur d'onde, sauf. Alors là, pour deux choses, il n'est pas sur ma longueur d'onde. Être sur ma longueur d'onde dans le privé, c'est une chose. Le dire publiquement, c'en est une autre. Alors, il y a déjà toute une catégorie de collègues dont je sais, parce qu'ils me l'ont dit. François, tu nous excuses, mais moi, j'ai 2 enfants. François, tu nous excuses, mais moi, voilà, je peux pas me payer le luxe d'être vidé. Et attention, il y a des collègues, je ne veux pas citer leur nom, mais il y a eu des blâmes au CNRS. Il y a eu des gens qui ont été poursuivis au CNRS par le CNRS. D'accord? Pour le délit d'apologie du terrorisme. Je ne veux pas les mêler, mais chercher, il y a des chercheuses qui ont eu des blâmes, d'accord? Et donc, il y a une majorité, j'ai bien peur, une majorité de mes collègues qui m'ont dit, François, on est avec toi, mais
garde-le pour toi, quoi. Donc, c'est-à-dire, on ne fera pas des choses trop bruyantes. Alors, il y a eu des exceptions. Il y a eu des gens qui ont protesté ouvertement. Vincent Gesser, le directeur de l'IREMAM, a publié assez courageusement sur Facebook des condamnations alors qu'il était au CNRS. Mais non, il n'y a pas eu, une vraie protestation institutionnelle à la hauteur de ce que j'attendais. Attention, il y a eu des pétitions. Il y a une pétition où il y a plusieurs centaines de chercheurs. Il y a une pétition anglo-saxonne. Oui. Il y a eu 2 pétitions. Il faut bien en tenir compte. Mais il y a personne qui s'est fait brûler sur la place publique pour protester contre ma condamnation. Et surtout, il y a eu, on est sur la planète Terre, donc il y a des petits règlements de compte. Alors on en profite, on te soutient mais on te poignarde dans le dos. Alors il y a un grand collègue qui a dit oui, il faut défendre François Burga. Alors il a décrit François Burga, il a dit c'est un chercheur internationalement connu, et puis il a ajouté internationalement contesté. Ah bon, tiens, voilà un petit coup de poignard dans le dos, et je lui dis tu peux démontrer que je suis internationalement contesté? C'est totalement faux, mais ça lui faisait plaisir. Et puis il y a un grand site qui s'intéresse au Proche-Orient, qui a publié un article qui était supposé donner de la hauteur, et qui a renvoyé dos à dos, en quelque sorte, l'égérie de l'extrême droite, Florence Bergeau-Blaclair, l'égérie de Zemmour, et moi-même, en disant, ben voilà, ils sont chacun un peu excités du bonnet. Donc, de la part de mes collègues, sont venues des voix qui n'étaient pas toujours à la hauteur de ce que j'attendais. Mais le principal de ce que je vous ai répondu, je le répète, j'ai l'intime conviction et la preuve qu'une écrasante majorité du corps scientifique est du côté des thèses que j'exprime, enfin que ce sont les thèses, ce ne sont pas les miennes, ce sont les thèses rationnelles. On l'a vu encore très récemment. Malheureusement, Alzheimer vient de me prendre son nom. C'est un très grand historien du Collège de France qui s'est fait agresser sur France Culture parce que le célèbre monsieur de France Culture qui est l'avant-garde du lobby que je ne citerai pas voulait lui faire comparer la défense des Palestiniens avec l'antisémitisme des années 40. D'accord? Et lui, il a dit, bon là, je vous laisse parler tout seul. Bon. Voilà, donc il y a des scientifiques de haut rang qui ont eu le courage de prendre position. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont failli. Et j'ai une série de noms que je publierai un jour de gens qui ont refusé de se prononcer, qui ont refusé de prendre la parole, qui ont refusé de venir témoigner pour moi. Ça fait une assez belle liste quand même, malheureusement. On va accueillir Si Mohamed. J'ai pas retenu le nom, enfin j'ai pas retenu, je pas écorché le nom du coup. Mohamed Makni. Ouais, il devrait être je sais pas s'il veut dire un petit mot. Oui, grâce à vous, oui, on connaissait pas, franchement, moi perso, je connaissais pas, mais merci Hayat. Je sais pas s'il va intervenir, Si Mohamed, peut-être un petit mot. Non. Mohamed, tu peux parler? Vas-y. Non, tu peux pas. Ouvre ton micro. Voilà, j'ai activé mon micro. Salam alaikum nas al-kull. Pourquoi? Parce que je suis en Tunisie actuellement. Il y a ce fait particulièrement, je suis descendu pour un heureux événement. J'ai un neveu qui se marie et c'est la vie, ça continue. Ben oui. Je tiens à saluer François déjà, tous mes respects, cher François, et tous les amis qui sont présents là, et que voilà. Je sais pas là je prends la discussion en route, mais oui. J'imagine que c'est sur la liberté d'expression, sur les. Exact, à peu près, oui. Ouais, le fait que d'être poursuivi pour apologie du terrorisme, voilà, moi comme il a été dit peut-être par François, un père de famille élu de la République depuis 2001, j'ai fait un mandat de presque de 25 ans de bon et loyal service à la République et à la citoyenneté, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé poursuivi pour apologie au terrorisme. Le fait simplement que j'ai partagé un article qui disait en substance, un article de monsieur Ounaïs, ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait en substance que nos amis les Occidentaux, c'est des lâches. Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont préféré un peuple sur un autre, et l'opération du 7 octobre, de notre point de vue, c'est une opération de résistance.
Et me voilà poursuivi, bien entendu, et j'ai utilisé tous mes recours en France qui ont fini par avoir une condamnation quand même de 4 mois de prison, vous vous rendez compte, avec sursis quand même, et 5 000 euros de frais de justice pour les deux associations qui se sont portées partie civile, c'est-à-dire le CRIF, bien entendu, qu'on le trouve un peu partout, et l'organisation juive européenne qui est aussi une porte-voix du sionisme et de l'extrême droite israélienne, quoi. Voilà un peu, je ne vais pas tenir beaucoup la parole, mais je salue les uns et les autres, et puis le combat continue. Alors, pour finir mon intervention, le 12 juin, j'ai constitué mon groupe de défense, c'est-à-dire on est un certain nombre de militants, en l'occurrence la FPS, c'est-à-dire l'Association France-Palestine Solidarité, la Ligue Team antiraciste qui sont présents à côté de moi, et j'ai pris un avocat constitutionnaliste de la CEDH, en l'occurrence Maître Kuan, et d'autres personnes, d'autres juristes, et nous sommes en train de travailler donc le recours, sachant bien que je suis le premier Français à être poursuivi, donc j'ai le premier à avoir le recours à la CEDH. D'autres, ils vont suivre, hein. François, il va être par la suite, hein. Et voilà, normalement, la deadline, elle est pour le 30 juillet, mais d'ici là, normalement, vers le 20 juillet, j'aurai fini à travailler ce recours, sachant bien que on a sollicité pratiquement 5 ou 6 pays européens pour leur demander quelle façon ils ont géré l'après 7 octobre et quelles lois ils ont été utilisées pour bafouer ou pour bâillonner justement la parole pour la cause palestinienne. Voilà, je vous remercie tous et à très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed Cohen. Tout notre soutien, en tout cas, Mohamed. Merci d'être venu intervenir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à M. Burga, merci beaucoup. Moi, je vais revenir sur le sujet parce que je suis quand même assez intéressée par cette affaire, d'autant plus que si je reprends tout ce que vous dites, monsieur Burga, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu une censure institutionnelle, hein, sur les types de recherche que vous pratiquez. Et c'est aussi c'est plus une restriction des libertés d'expression, mais une liberté académique, ce qui est un peu plus grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que même dans votre entourage, même vos collègues, il va s'exercer une sorte d'autocensure. Ils vont pas pousser les recherches parce qu'il faut pas aller dans un certain terrain, si je comprends bien l'idée. Et ça, c'est au niveau de la recherche, c'est du jamais vu, je pense. Donc les façons d'influencer un appareil de recherche, elles sont multiples. Et malheureusement, mon appareil de recherche n'est pas insensible aux pressions extérieures. Donc oui, bien sûr, l'atmosphère en France est beaucoup moins hospitalière pour des recherches qui mettraient en cause certains pôles d'intérêt. Oui, alors il y a pas on ne me tient pas la main quand j'écris. Enfin, je suis retraité, mais quand bien même serais-je en activité, il n'y a pas une contrainte physique directe qui s'exerce, mais il y a 1001 moyens de canaliser les efforts d'un appareil scientifique. Et oui, on peut craindre qu'à partir d'aujourd'hui, enfin à partir d'hier, mais qu'en ce moment, s'exercent sur l'appareil académique français des pressions dangereuses, des pressions inacceptables. On l'a cité, on va le reciter, mais un enseignant de Lyon Lumière
vient d'être suspendu sans traitement pendant 18 mois sur une base d'inculpation correspondant exactement à la mienne, c'est-à-dire sur rien, rien. C'est-à-dire quelqu'un qui a nuancé l'admiration consensuelle qu'ont les élites françaises pour l'agenda israélien, eh bien ça devient un délit. Et là, c'est une peine qui est très lourde, hein, privé de son salaire pendant 18 mois. Donc oui, nous qui nous revendiquons de la France des libertés, nous sommes en train d'écrire une page très très paradoxale de notre histoire. Et c'est dommage. Bon, il y a de la résistance et l'histoire est longue, elle n'est pas terminée, mais nous sommes dans une phase extrêmement négative de l'histoire de la recherche scientifique en sciences sociales. Ça passe, hein, ça tourne vite, mais j'ai encore 2 ou 3 questions. Après, je laisse la parole peut-être aux questions. Je voulais revenir sur votre travail sur les organisations islamiques, justement, en Palestine notamment. Alors, avant tout, est-ce que vous considérez que ces organisations politiques, pour reformuler différemment, est-ce qu'il est compliqué d'extraire, pour les gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne ces sociétés, mais d'extraire la part du religieux dans les décisions stratégiques ou tactiques d'un mouvement comme celui de la Palestine? Et c'est des fois des choses peut-être que l'Occident ne comprend pas, mais comme vous avez... Est-ce qu'il y a des considérations religieuses qui interfèrent avec les stratégies des acteurs politiques? Je vais peut-être vous surprendre, mais la réponse c'est oui, bien sûr. Le problème, c'est de savoir, est-ce que ça se produit qu'à Gaza ou partout ailleurs dans le monde? Qui peut oser reprocher aux Palestiniens une éventuelle ingérence religieuse dans le politique quand ils parlent depuis Israël, où l'État israélien est devenu explicitement théocratique? Hamas n'est pas explicitement théocratique. Hamas s'est soutenu à toutes les contingences du droit constitutionnel, s'est plié aux règles du pluralisme démocratique lors des élections de 2006. En Israël, depuis quelques mois, la population mondiale est classée en 2 catégories. Il y a le peuple des Lumières et le peuple des Ténèbres. Hein, vous et moi faisons partie du peuple des Ténèbres. Je l'ai dit d'ailleurs au président de la Cour d'appel, je dis, savez-vous, monsieur le président, ce qui nous réunit, nous faisons tous 2 partie du peuple des ténèbres, parce que les avocats des partis civils voulaient se réclamer de privilèges du peuple des Lumières, celui qui ne répond à aucune règle du droit, qui n'est soumis à aucune règle du droit international. Pour vous donner un petit exemple de l'atmosphère du narratif des partis civils, en l'occurrence l'Organisation juive européenne, Avocats sans frontières, la LICRA, l'une des avocates a dit au président, alors vous comprenez ce qu'elle voulait dire bien sûr, hein, monsieur le président, savez-vous combien de temps il faut pour étrangler un enfant à main nue? Bien, il faut jusqu'à 30 secondes, monsieur le président. Jusqu'à 30 secondes. C'est long, monsieur le président, 30 secondes. C'est long, hein. Bon, voilà, un échantillon. Autre échantillon du narratif des partis civils. Monsieur le président, il faut que vous sachiez que lorsque le Hamas a commis son grand pogrom, Gaza était Judenfrei, monsieur le président. Judenfrei. Qu'est-ce que ça veut dire, Judenfrei? Ça veut dire, c'est la terminologie qu'employaient les nazis pour dire on s'était débarrassé de toute présence juive. Donc, voilà l'atmosphère qui est mobilisée par les partis civils, et elles font écho au discours d'un État qui est explicitement théocratique. Alors, est-ce qu'il y a des considérations religieuses qui interfèrent avec la stratégie politique des acteurs palestiniens? Ben oui, bien sûr, ça me choque pas. Mais est-ce que Trump, quand il fait la prière avec les néoconservateurs dans son bureau, quand Bush il lance une croisade, donc il faut arrêter cet exceptionnalisme que l'on applique aux musulmans. Les musulmans, ils mettraient la religion avec le politique. Et alors, vous connaissez, en France, il y en a beaucoup qui ne mettent pas un soupçon de religion chaque fois qu'ils ont besoin de dire du mal des musulmans.
ils en prennent pas quelque chose à la religion chrétienne. Donc je pense, il faut être très très raisonnable. On peut pas faire maintenant l'analyse à froid de ce qu'on a appelé les mouvements islamiques. Mais bon, je reviens quand même à ce que je vous ai dit, ce qui était la matrice de mes analyses. Moi, j'ai dit, pour moi, les mouvements islamistes, leur définition, c'est que pour s'exprimer, pour fabriquer de la norme, ils emploient des ressources perçues comme endogènes. Ils puisent dans le patrimoine hérité de la norme musulmane. C'est tout. Mais une fois qu'on a dit ça, avec le lexique musulman, on peut faire, et ça va pas plaire aux musulmans, on peut faire tout l'inverse et son contraire. On peut, au nom de l'islam, être machiste, réactionnaire, interdire l'éducation des femmes parce que, ben non, hein, c'était pas... Hein. Et puis, on peut faire le contraire. On peut promouvoir, évidemment, l'autonomie de la femme dans l'espace familial, dans l'espace public. Donc, cet argument de l'islamisme, du Hamas pour le discréditer, je ne peux plus le supporter, tellement il est éloigné de la réalité. Alors justement, pour rester dans la région, et notamment la question palestinienne, notamment depuis le 7 octobre, est-ce que, selon vous, quelle est la place qu'occupe la cause palestinienne maintenant dans le monde? Est-ce que vous avez senti aussi un changement? Ah ben là, c'est une réponse facile. Hein. C'est une réponse facile parce que, d'abord, on partait de très bas. Hein. La cause palestinienne, moi, je me souviens du jour où j'ai appris le 7 octobre. C'était dans un endroit assez particulier. C'était à Sarajevo, au sein d'un colloque, d'un grand forum qui avait été organisé par Moncef Marzouki, l'ex-président intérimaire tunisien qui a été l'un des artisans de la troïka, de la co-gestion avec le parti de Nahda. Et je me souviens à quel point, quand est intervenu le 7 octobre, la cause palestinienne avait disparu des agendas. On n'en parlait presque plus. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est parti de très bas. Et maintenant, où est-ce qu'on est? Eh bien, effectivement, je pense que la cause palestinienne, c'est devenu le marqueur historique majeur alors là, je vais vous surprendre ou vous faire plaisir, je ne sais pas, mais je veux dire de la dégringolade de l'ère du suprémacisme blanc, c'est tout. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. L'affaire palestinienne, maintenant, le Gaza, c'est le marqueur historique où le narratif israélo-occidental a commencé à prendre l'eau de toutes parts. Quand je dis de toutes parts, souvenez-vous toujours qu'il y a beaucoup de juifs de New York qui crient aussi fort que vous et moi que le clivage n'est pas religieux ou culturel ou national, qu'il y a dans le monde arabe des acteurs qui ont un comportement qui nous répugne. Hein. Mais effectivement, je pense que le 7 octobre, c'est un marqueur historique majeur. J'aime beaucoup cette image, des gens qui disent Trump c'est mieux que Biden. Pourquoi Trump c'est mieux que Biden? Parce que Trump c'est Biden sans l'hypocrisie. Les colons c'est Begin sans l'hypocrisie. C'est Israël sans le sionisme de gauche, sans le sionisme poli, sans le sionisme légitime, qui est quand même le sionisme, parce que vous avez beaucoup de gentils pro-palestiniens dans le paysage médiatique. Quand vous les regardez d'un peu près, ils n'ont jamais levé le petit doigt pour stopper la colonisation. Et l'avantage des colons, c'est qu'ils nous crachent à la figure. Vous, musulmans, nous, chrétiens, hommes, femmes, ils cassent la figure aux religieuses chrétiennes. Tant mieux. Oh, j'aime bien cet épisode. Pauvre religieuse. Mais elle n'a pas pris des coups de pied et des coups de poing pour rien. Le vrai visage d'Israël et le vrai visage des suprémacistes blancs, personnalisé par Trump et Netanyahou, eh ben, il est apparu à partir du 7 octobre. Donc, on a changé d'époque. On a le soft power des dominants a disparu. Qu'est-ce que c'est le soft power? C'est la capacité des dominants à faire intérioriser par les dominés la légitimité de leur domination. C'est de faire en sorte que les dominés arrivent à dire « Oh ben oui, quand même, c'est bien parce que pour les droits de la femme, c'est mieux que le Hamas, etc., etc. » C'est ça le soft power. C'est vendre une partie du discours de domination
eh bien l'Occident n'a plus de soft power. Israël n'a plus de soft power. Et ça, c'est une étape extrêmement importante. Ça pourrait être notre conclusion, parce que j'ai quand même l'espoir de manger un vieux sandwich ce soir. Mais c'est un moment historique. C'est un moment historique qui marque le déclin, qui marque l'accélération, l'explicitation du déclin du suprémacisme blanc dans l'époque postérieure à la Seconde Guerre mondiale, dans l'époque postérieure à la décolonisation. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Ensuite, on va juste, avant que vous alliez manger votre sandwich froid ou chaud, je ne sais pas. Juste une dernière question. La condamnation, si elle se confirme, est-ce que ça peut avoir un impact sur vos travaux à venir? Est-ce que sur vos publications? Je ne voudrais pas faire plaisir à mes accusateurs en disant qu'ils vont me radicaliser. Mais non, évidemment, ça ne peut pas infléchir. Ils ont fait un très mauvais calcul. Vous l'avez constaté, je sais m'exprimer assez efficacement. Et puis, il se trouve que j'ai un bagage de connaissances factuelles. On ne peut pas me raconter n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils ont mal choisi leur victime. Ils n'auraient pas dû me condamner. Ils auraient dû laisser la relate courageuse du tribunal de première instance. Je vais leur faire regretter de m'avoir condamné. Et je crois que nous sommes nombreux à vouloir faire regretter à ceux qui condamnent les 900 personnes qu'ils ont condamnées au cours de 3 années écoulées en France. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Saadia, merci. Puis-je poser une question? Non, j'ai le hajj. D'accord. C'est bon, Jarad, il n'y a pas de problème. Non, Saadia termine. Je redonne justement là. Non, mais c'est donc. Donc moi, je te redonne le lead pour pouvoir avoir 2 ou 3 questions. Mais s'il vous plaît, soyez assez précis et succinct dans vos questions pour libérer notre ami, parce que c'est vrai que ça fait quand même. On a un petit peu débordé, mais voilà, les questions soient précises, s'il vous plaît. Merci. Ouais, alors, moi, je vais vous, je sais pas si on le voit, non, c'est comme ça. Moi, je vais vous lire juste un passage du livre du professeur Oberlin, et je vous citerai qui l'a écrit. Alors, je cite: les non-musulmans, soit par leur méconnaissance de l'islam, soit fatigués par l'impact de l'islam sur l'esprit de ses adeptes, ont tenté non pas de disqualifier l'islam dans l'esprit des musulmans, mais plutôt de restreindre le sens d'une acceptation au détriment de toutes ses composantes concrètes. Ils ont ainsi inculqué aux musulmans que l'islam était une chose et la législation une autre, que l'islam était une chose et que la question économique n'avait rien à voir, que l'islam était une chose et la culture générale une autre, enfin que l'islam devait se tenir à l'écart de la politique. Si l'islam est autre chose que la politique, la société, l'économie, la culture, qu'est-ce que alors l'islam? Point d'interrogation. Des prosternations vides de présence intérieure, ou encore, selon les propos de Rabi'a al-Dawiya, demande d'absolution sur demande d'absolution. Donc voilà, c'était aussi pour répondre que l'islam est de toute façon politique. Et voilà, je te remercie. Je vais donner la parole d'abord à notre papy Claudius, alors je te présente Papy Claudius, un grand monsieur de 87 ans qui a rencontré énormément de grands personnages, dont le Che, dont Fidel Castro. Papy, si tu veux poser une question à notre ami François Burga, excuse-moi. Claudius, tu es avec nous? Faut juste que tu te démutes. Je t'envoie une invitation pour te démuter. Bon, François, alors on passe tout de suite à Hayat. Hayat. Laissez ma place. Lisa. Moi, j'avais une toute petite question simple qui fera appel simplement à votre imagination. Donc, je sais que vous êtes un grand chercheur, mais imaginons maintenant que vous soyez un magicien. Donc, si vous pouviez corriger ou changer une seule, je dis bien une seule idée reçue, qui est largement répandue en Occident par nos chers merdias sur le monde arabe, quelle serait cette idée et pourquoi? Tout simplement. C'est une question facile, parce que je me suis posé déjà de nombreuses fois
Non, mais ce que je vais vous répondre, c'est quel a été le cœur de mes intentions et de mes ambitions. À quoi je m'épuise depuis 30 ans? Ben, je m'épuise à briser le spectre de la criminalisation émotionnelle, irrationnelle, aveugle, intuitive, non raisonnée de la réaction d'une partie du monde importante à l'égard de ce qu'on appelle les courants islamistes. Voilà. Pour moi, on ne peut pas conserver un logiciel où Hamas c'est tout mauvais, c'est tout méchant, et puis je suis humaniste, je veux aider la Palestine. Ça coince, ça va pas. Mais j'insiste sur le fait que cette fracture, il faut pas la soigner seulement chez les médias, il faut la soigner aussi. Bon, je veux pas être méchant, mais il y a des pays du côté du Qatar, mais pas le Qatar, mais juste à côté, qui financent des millions de dollars pour que ma voix n'existe pas et pour que celle de mes adversaires soit plus puissante. Ils financent la criminalisation des musulmans en Europe. On sait qu'ils ont financé, les Émiratis, je les cite, un sondage qui était fait par l'IFLOP, je l'appelle l'IFLOP maintenant au lieu de l'IFOP, dont le directeur, ben, évidemment, est un binational franco-israélien. Hein, sondage destiné à faire peur, à effrayer le français moyen sur l'attitude des musulmans de France. C'est de l'argent émirati et c'est de la technologie franco-israélienne. Donc, tant que des millions de dollars viennent des Émirats d'Arabie Saoudite pour criminaliser ceux qu'ils considèrent comme ceux qui les menacent sur le plan politique, ben, on va pas avancer beaucoup. Donc, je reprends, les responsables à 90%, ce sont les Occidentaux, mais on a besoin d'aide aussi, un petit peu. Sur la rive sud, il y a des évolutions qui peuvent être faites. Je crois que la criminalisation obsessionnelle des oppositions politiques qui ont un poil de barbe est un problème majeur pour l'intellect occidental actuellement. Parce que on nous vend de la criminalisation, pour des raisons de politique intérieure, on nous vend de la criminalisation d'acteurs politiques, c'est-à-dire qu'on surfe sur notre ignorance, nos peurs. Hein. L'islamophobie est le produit de 3 sources. La première source, c'est mes tripes à moi, homme blanc. Moi, j'ai peur. On n'est plus en situation d'hégémonie coloniale. Il y a des tas de voix qui s'expriment efficacement. C'est dur les temps qui courent, d'accord? Donc je suis prêt à entendre que ceux qui me font peur, ils sont méchants. Ensuite, vous avez l'énorme capacité de communication des Israéliens. Rappelez-vous que Sharon, en 2001, il disait vous avez Ben Laden, mais nous on a Yasser Arafat. C'était pas le Hamas à l'époque, hein. Nous, on a Yasser Arafat. Donc, la volonté de criminaliser à l'idéologique toutes les résistances au désordre étranger ou intérieur, elle est portée par les Israéliens de façon très forte. Mais ensuite, troisième voie qui alimente l'islamophobie, c'est tous les régimes arabes qui estiment que ceux qui les menacent sont des gens qui sont proches des courants de l'islam politique. Et nous, on reçoit la visite du ministre saoudien de la justice, 400 peines de mort au compteur, et ça c'est en 2019. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il dit je viens vous aider à lutter contre quoi? Contre le terrorisme? Non, contre le radicalisme, contre l'extrémisme? Non, contre l'islam politique. Et son copain des Émirats, il vient nous dire la même chose, et Monsieur Sisi vient nous dire la même chose, et vous savez très bien que je pourrais continuer cette liste, et que nous allons tomber sur ce piège de la convergence entre des peurs civilisationnelles occidentales et des intérêts politiciens du Proche et du Moyen-Orient. Voilà. Donc voilà, si je devais changer quelque chose, je dirais arrêtez de nous brandir l'épouvantail islamiste, ça fait du bruit, mais ça fait pas de lumière. Chaque fois, on demande d'aller voir plus précisément sur le terrain. Super, merci beaucoup. Merci François. J'ai gagné mon sandwich là. Ouais. En fait, mais il y a encore quelques intervenants. Si tu peux encore rester avec nous, alors tu vas manger ton sandwich et tu reviens, mais je pense pas. Donc voilà. Alors il y a juste encore 2 intervenants et moi j'aurais quand même une petite question à te poser à la fin. Jal Haj, bismillah. Jal Haj.
À chaque fois quand je Oui, bon, merci beaucoup, Monsieur François. Et votre histoire me rappelle quelqu'un qui avait subi la même chose, qui est Monsieur Roger Garaudy, quand il avait écrit son livre Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Et il était convoqué au tribunal, jugé pour son livre, et en fin de compte, il parlait d'une page où il y avait le nombre de morts. Et après, quand l'abbé Pierre, ce grand monsieur respectable l'avait défendu en disant que monsieur Roger Garaudy, quelqu'un d'honnête, on a vu dans tous les médias, monsieur l'abbé Pierre a perdu les pédales, il est devenu fou à tel point que le pauvre il avait fui en Suisse un mois pour se reposer. Mais ma question, c'est que quand l'humanité était solidaire pour exploser l'apartheid de l'Afrique du Sud, et l'humanité avait réussi après tant d'efforts, pourquoi, à votre avis, que le boycott de l'apartheid d'Israël ne marche pas dans le monde? Pourquoi il ne marche pas autant que le boycott à l'époque de l'apartheid de l'Afrique du Sud? Voilà ma question. D'accord, c'est une question très importante. Ça me permet d'aborder un point qui est essentiel. Pourquoi, on va prendre un exemple précis, pourquoi les Français soutiennent-ils aveuglément Israël? Est-ce qu'ils sont amoureux des Juifs? Est-ce qu'ils sont amoureux de l'État d'Israël? Non. Non. Même si vous fouillez dans la tête des gens d'extrême droite, le vieil antisémitisme qui était le leur dans les années 40, il n'est pas très loin. Pourquoi les gens soutiennent Israël? Les gens ne soutiennent pas Israël parce que c'est un État juif, ils soutiennent Israël parce que c'est un État anti-musulman. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël surfe une période de l'histoire où l'Occident ne s'est pas remis de la décolonisation. C'est ça le contexte historique. Oubliez Israël. L'Occident ne se remet pas de la page de la décolonisation. L'Occident ne se remet pas que des gens sur lesquels nous étions chez eux en situation d'hégémonie symbolique, économique, politique totale se mettent maintenant à élever la voix et à le faire, c'est malpoli, de façon efficace et à questionner la légitimité que nous avons à avoir l'histoire récente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soutien à Israël, il surfe un phénomène qui est le phénomène de la décolonisation. Le moteur de l'histoire contemporaine, c'est pas Israël, c'est la fin de la suprématie du monde occidental. Suprématie qui s'est manifestée à partir de 1492, quand l'Occident, en tant qu'Occident, commence à aller tuer des dizaines de millions de personnes aux quatre coins du monde. Cette période-là. Merci, Monsieur Bourga, et je vous offre le sandwich alors. Merci beaucoup. Il y a Fatima qui est montée. Fatima, tu voulais poser une question? Sinon, Fatima? Non, je pense que voilà. Hayat, pose ta question et j'interviendrai en. Alaykoum salam Fatima, si tu veux intervenir, pose ta question assez rapidement, s'il te plaît, Barclay. Bon, je voulais juste te dire bienvenue. Merci beaucoup pour cette lecture et cette interview, machallah. J'écoute parce que c'est plutôt en français qu'en anglais, donc je vais juste écouter. D'accord, merci. Thank you. Merci Fatima, thank you. Hayat, et après je poserai ma dernière question et après on te lâche, François. Oui, alors moi ma question, là on a fait le constat de l'état des lieux de ce qui se fait depuis des dizaines d'années avec cette hégémonie de l'impérialisme colonial occidental. Ma question est, maintenant on va se tourner vers l'avenir. Que peut-on faire et comment s'organiser de telle manière à se débarrasser de cet impérialisme colonial? Je dirais, vous êtes en train de le faire. Ça prend du temps, mais vous êtes en train de le faire. J'aime bien employer une image qui est un peu franco-française, enfin, ou franco-algérienne, puisque bon, j'ai avoué mon crime, j'ai passé 7 ans en Algérie. Non, mais la relation franco-algérienne est archétypique. C'est le pire. Elle est pire que la relation franco-marocaine. Elle est plus caricaturale que la relation franco-tunisienne. C'est pour ça que j'y reviens. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça chauffe? Pourquoi ça barde dans les médias français? Parce que c'est pas la première fois que des gens issus de la décolonisation râlent. Mais les grands-parents de ceux qui vivent aujourd'hui, qui sont arrivés en 1960, 62, 63, mesquines, ils parlaient même pas le français. Vous voyez? Leurs enfants de la première génération, ils parlaient pas trop mal le français, mais ils l'écrivaient pas terrible. La troisième génération, ça allait mieux, mais il leur manquait les codes de la communication. Mais vous êtes la 4e ou la 5e, et vous avez absolument tout le potentiel pour faire entendre votre voix. Et c'est pour ça que la dynamique
pour ça que l'ébullition a commencé. C'est pour ça qu'on est en train de percevoir l'histoire que nous vivons comme la fin de l'hégémonie symbolique occidentale. Parce que, voilà, on n'a même plus l'hypocrisie. On en est rendu au discours raciste de premier degré. Qu'est-ce que c'est le discours raciste de premier degré? C'est Monsieur Retailleau. J'ai oublié de citer Monsieur Retailleau. Normalement, je le cite dans chaque conférence. Monsieur Retailleau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah bah, le voile. Je m'en fiche, c'est pas le pire. Monsieur Retailleau, il a dit, le problème qui menace la France, c'est le fait que les jeunes, alors les jeunes de banlieue, ça veut dire les jeunes d'origine non européenne attestée, les jeunes qui sont pas suisses ou allemands, ils régressent, ouvrez les guillemets, ils régressent vers leurs origines ethniques. Fermez les guillemets. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette phrase dans la bouche d'un futur président, qu'à Dieu ne plaise, d'un ministre de l'Intérieur? Ben, on en est là. C'est-à-dire, le soft power n'existe plus. Nous montrons, enfin, cette partie des Occidentaux, parce qu'il en existe une autre, j'espère en faire partie, mais cette partie des Occidentaux qui a été hégémonique dans ce rôle absolument détestable, elle est en train de perdre la partie. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, continuer à faire la même chose. Quand je suis très très méchant, je dis, il faut régler en Europe, mais aussi dans certaines sociétés maghrébines, il faut régler la fracture qui divise les gauches avec les partis d'en face. Il faut la reconstruire un petit peu. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait en grande partie. Mais c'est un processus qui doit continuer. Moi, j'ai été beaucoup instruit par des colloques auxquels j'assistais à Khartoum en 1990. Ça s'appelait El Hiwar al-Qawmi ad-Dini. Et c'était déjà des, entre guillemets, islamistes qui essayaient de voir avec des, entre guillemets, nationalistes ou laïcs, entre guillemets, tout ça entre guillemets, est-ce qu'il est possible de trouver des communs dénominateurs de l'action politique pour ne pas nous laisser diviser par nos adversaires internes et extérieurs. Donc voilà, c'est ça que vous pouvez, je pense, continuer, que nous pouvons tous continuer à faire. Voilà, et maintenant j'ai ma dernière question sandwich. D'accord, bah, le maître des Sadia, t'as pas posé de question. Si tu veux, je te laisse. Non, non, vas-y. Merci. Moi, ma dernière question, ben, c'est justement face à toutes ces forces en action et justement qu'on n'arrive pas à s'unir et voilà, des personnalités comme toi, François Burga, qui que vous le voyez ou que vous le vouliez ou pas, vous êtes quand même des porte-drapeaux pour nous et des exemples à suivre et des sommités dans votre spécialité et vous êtes des références. Donc c'est ce que nous on a besoin justement, d'avoir des éléments de langage et des analyses propres à, comme vous avez eu avec votre cursus universitaire et vous toute l'expérience d'une vie par rapport à ça. Alors moi je sais que j'avais étudié, j'avais cette erreur dans la tête des frères musulmans, mais et pourquoi ils font peur, ça répond aussi à pourquoi ils font peur à tous ces pays même musulmans. C'est parce que le mouvement des frères musulmans est né de l'anticolonialisme, est né pour redonner le pouvoir au peuple, de redonner une justice et une répartition des richesses beaucoup plus juste au peuple. Et c'est ce qui fait peur à tous ces gouvernements musulmans aujourd'hui, il faut le rappeler. Donc quand on dit islamistes, frères musulmans et ainsi de suite, c'est des gens qui ont voulu. Alors moi, c'est ma question, elle est simple. Quelle serait selon toi la solution pour nous unir vers une seule et même direction? Ah non, ça c'est la seule question à laquelle je voulais pas répondre. Parce qu'elle est trop difficile. C'est celle qu'on laisse pour le prochain live. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Et je dis bonsoir à toutes et tous. Et vous pouvez m'écrire aussi, vous pouvez diffuser mon adresse mail s'il y a des gens qui veulent interagir. Et donc, je veux continuer à apprendre en m'entretenant avec tout le monde. Bye bye. Merci pour ta modestie, mais c'est nous qui apprenons de toi. C'est nous qui apprenons de toi. Merci François Burga. Je te descends et je te remercie beaucoup. Et je te souhaite un bon sandwich.
On l'a retenu. Force à vous, force à vous. Le pauvre. Voilà, Wally. Bon, et vous savez qu'on a une Ben, personne très importante ce soir dans le live. Hein. ah ouais? C'est toi? Non, non, c'est pas moi, c'est celle qui partage ma vie depuis plus de 36 ans. Bonsoir Ah à tout bon, le hein, monde. machallah. Bonsoir Ah. à tout le monde. Bonsoir. Et C'est merci celle de votre qui- soutien à mon mari. Ah Merci à ouais. vous.